Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Ludovica Moccia, une directrice artistique et styliste au parcours atypique. Ancienne danseuse professionnelle, autodidacte tenace et passionnée, elle a su gravir les échelons de la mode avec audace et détermination, créant un univers artistique unique qui mêle mouvement et style. Ludovica est une styliste visionnaire qui bouscule les codes et défie les conventions. Son style, empreint de poésie et d'émotion, raconte des histoires à travers des vêtements, des chorégraphies et des mises en scène captivantes. Elle a su s'imposer dans le monde de la mode grâce à son talent, sa persévérance et son esprit visionnaire. Son parcours est inspirant et elle est la preuve que tout est possible lorsqu'on ose suivre ses rêves et se surpasser. Salut Ludovica. Coucou. Comment tu vas ? Je vais très bien et toi ? Très très bien, merci. Eh bien écoute, je suis très contente de t'avoir à mes côtés. Pour commencer, peux-tu nous raconter ton parcours et comment es-tu passée de danseuse professionnelle à styliste, directrice artistique ? Yes. Alors, j'essaierai d'être résumée au max. Je suis arrivée à Paris en 2012 avec un contrat Disney, à Disneyland pendant 6 mois. J'étais princesse, j'étais réponse. Mais pas aujourd'hui, du coup. Donc après 6 mois là-bas, j'ai décidé de poursuivre mes études à l'université. J'avais quand même un bon niveau de français. Enfin, j'ai appris le français assez rapidement, en 6 mois quand même. Donc je me suis inscrite à l'université, j'ai fait Master 2 en management artistique. Entre-temps, je continuais à danser, mais à un moment donné, je dois arrêter la danse suite à un accident plutôt grave qui m'a arrêtée pendant longtemps. Mais je me suis dit, il faut pas lâcher. Du coup, en tout cas, j'étais bloquée dans la danse, mais je pouvais quand même continuer la vie normale. Ok. Donc, j'ai commencé une carrière dans l'univers de management artistique et tout ça, mais ça me convenait pas. Ça me plaisait pas. C'était un monde très particulier, plutôt machiste. Voilà, j'ose dire ça, mais c'est comme ça. Tu sais, au manager femme, c'est pas aussi respecté qu'un manager homme. C'est comme ça que, en fait, à moi, ça vibre la veine artistique depuis tout le temps. Okay? Enfin, je vibre vraiment l'artisticité, tout ce qui est danse, stylisme, DA et tout ça. Et c'est comme ça qu'un jour, en fait, je me suis dit, je vais démarcher tous les stylistes de France. Mais je rigole pas, hein, j'ai vraiment envoyé au moins 400 messages Instagram, une folle. Mais il y a une styliste italienne, qui s'appelle Elisa Nalin, je peux le dire, qui m'a répondu. Elle m'a dit bonjour, vu ta motivation, je vais t'embaucher pour la semaine prochaine pour m'assister sur un shooting Vogue. Moi j'ai répondu mais c'est une blague. Elle m'a dit non, c'est pas une blague. Du coup maintenant je vais pas t'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Si tu es un assistant, tu devrais savoir comment ça marche. Donc rendez-vous demain dans les bureaux. Donc je l'ai rejoint dans les bureaux. Elle m'a rien expliqué. Elle m'a juste dit qu'est-ce qu'il faut faire. Et du coup j'ai essayé de faire mon mieux. Elle m'a beaucoup observée, mais moi j'ai hésité. J'hésitais de moi-même, tu vois. Je n'étais pas sûre de ce que je faisais, mais finalement j'ai réussi. Elle m'a dit je suis contente de toi. Tu es vraiment une vraie bosseuse. Vas-y, on continue ensemble. On a continué ensemble 3 mois. Et au bout de 3 mois, j'ai beaucoup appris. Et après, j'ai continué mes démarches vers les boîtes de prod, vers les maisons de mode, tout ça. Je commençais en tant que styliste photo et petit à petit, en fait, c'est arrivé souvent que les DA de la marque venaient me voir en me disant t'as un truc particulier, t'es différent, en fait, t'as un truc. Et moi, je disais, mais c'est un compliment ou pas? Non. Hein. En fait, il y a quelque chose en plus. Enfin, il faut que tu développes ta vision. Et moi, je disais, oui, mais comment? Parce que je connais personne, essaye, je ne sais pas, il y a Instagram aujourd'hui, essaye de te faire remarquer. Et c'est comme ça qu'un jour, je dis, écoute, j'ai créé un projet, j'ai créé un mood board, j'ai créé ma première direction artistique sur Canva.
D'ailleurs, c'est un logiciel qu'on a en ligne. Ouais, j'utilise beaucoup aussi, c'est très pratique. C'est pratique, hein? Bah voilà, c'est simple aussi. Très simple. Exactement. Comme ça, j'ai écrit mon mood board et tout ça, et j'ai démarché des danseurs en ligne, tu vois, sur Instagram. Ils ont répondu positivement. Et là, du coup, j'ai lancé mon premier projet qui a beaucoup plu. Et voilà. Et après, j'ai enchaîné. Aujourd'hui, je me retrouve où je suis. Voilà. C'est À ta place. à ma place. Après, il faut quand même évoluer encore et je dois beaucoup apprendre. Et d'ailleurs, j'apprends tous les jours. Je me trompe encore sur des choses, mais j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup appris, franchement. Ouais. Et qu'est-ce qui te fascine dans le monde de la mode? Dans le monde de la mode, en fait, c'est un monde de rêves. Il y a beaucoup de choses qui vont pas, vous voulez dire? Oui. Ouais, genre travailler toujours à la dernière minute. Enfin, t'es prévenu à la dernière minute pour le lendemain. Tu t'es pas forcément respecté à ta valeur, mais quand tu vois les résultats, quand tu vois les shows, les fashion shows, ou les résultats d'un shooting ou quelque chose, tu dis oh my god, c'est moi qui a fait partie de l'équipe, ou c'est moi qui l'a produit. C'est ça qui me fascine, les produits finaux en fait. Les spectacles, bon, tous les paillettes, disons. Voilà. Et tout à l'heure, tu disais que tu avais ton style, ta vision. Comment tu définis justement ton style et ta vision en tant que styliste? Je pense d'être vraiment visionnaire. Effectivement, ma sensibilité, c'est assez... je suis une personne hypersensible, donc très attentive à tout. Il y a tout qui me percute. Tu remarques tout? Ouais, Ok. tous les détails. Donc j'ai un style qui mélange les codes historiques. Par exemple, je m'inspire beaucoup au peintre Caravage. À l'église aussi, bizarrement, mais je les mélange avec les codes actuels et du futur. Donc je pense que cette mélange, ça fait une vision assez magique et futuriste. Voilà. Et comment s'articule le processus créatif chez toi? De l'idée à la création, comment ça se passe? J'ai des dossiers dans mon ordinateur où je trie tous mes inspi que je vois en ligne, ou pas forcément en ligne, parce que je passe beaucoup de temps dans les bibliothèques, à l'ancienne vraiment, mais beaucoup de temps au moins, 3 fois par semaine, des journées en entier. Et après, j'ai créé des mood boards avec toujours Canva. C'est hyper pratique. Ou X-Design aussi, parfois. Et après, une fois que je fais mon mood board, je contacte mes équipes et les marques des créateurs et des modes, et les lieux de tournage ou de shoot. Et voilà. Et après, je mets en place, je fais la prod et tout ça. Tout à l'heure, tu nous parlais justement que tu avais envoyé beaucoup de messages à des danseurs, qu'ils avaient accepté du coup de collaborer avec toi. Oui. Et quelle a été la collaboration la plus marquante avec un danseur ou un chorégraphe? Alors, je commence par la première, pour arriver à la dernière. La première, c'était Ruben Molina. Ruben Molina, c'est un danseur qui est un chorégraphe que j'estime beaucoup. Je l'adore. Enfin, j'adore son univers, sa manière d'approcher la danse. Après, le flamenco, c'est quelque chose que ça vibre à moi, pour mes origines aussi, côté espagnol, du coup. Et après, il y a Priscilla Villa, donc une danseuse qui, pour moi, est très originale, parce que elle danse en talons, mais avec une approche contemporaine. Tu connais, je pense, aussi. et la dernière, c'était sur Vogue World à Paris. J'étais styliste pour les danseurs de Paris Gobel. Et là, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et c'était vraiment une chouette personne. Elle est vraiment gentille, quoi. C'est quelque chose qui t'a marqué parce qu'il y avait aussi beaucoup de danseurs, beaucoup de directions, de choses à gérer? Oui, c'était vraiment compliqué. Franchement, c'était vraiment compliqué. Parce que quand il y a beaucoup de monde, il faut quand même... il y a les côtés humains, oui, mais il faut se faire respecter aussi. Et pas que pour les danseurs, mais aussi tous les côtés, les habilleuses, les collègues et tout ça. Donc, ouais, exactement, c'était pour ça. Et quel a été le plus grand défi, justement, que tu as rencontré en tant que styliste sur cet événement? Il y avait beaucoup de danseurs, du coup, imagine que nous, on était convoqués pour les répètes les samedis, et après les dimanches pour les shows. Et les samedis à 18h, ils nous ont dit, vous, les 4 stylistes principaux, il faut que vous appreniez par cœur les fiches. Les fiches, c'est des fiches avec toutes les mesurations de chaque danseur et danseuse. Et il y a des chiffres, du coup, tu sais. Oui, les tailles, les tailles et tout ça. Et un danseur, il y avait au moins 3-4 tenues. Et moi, j'étais là, je dis, mais... Et alors, encore, moi, je connaissais 66 danseuses et danseurs sur 70. Donc, ça va. Mais je connais pas les mesurations de tout le monde, quand même. Donc, oui, c'était plus facile pour repérer les gens et pour me... Voilà, comme ça. Mais imagine les autres, qui ne sont pas des stylistes qui travaillent avec les danseurs, sont des stylistes qui travaillent dans la mode, surtout. Donc 18h pour le lendemain, et le lendemain, vous devez revenir à quelle heure? Le rendez-vous, c'était à 9h du matin. Super. Non, mais c'était... Et surtout, nous, les stylistes principaux, on devait gérer les habilleuses.
Donc, il faut faire semblant de tout savoir, de tout connaître par cœur. C'est ça un peu les côtés de la mode, les poker face, entre guillemets. Je sais tout, je connais tout, il n'y a pas de souci, alors que tu connais rien du tout. Excusez-moi, ça c'est vrai, parfois c'est un peu compliqué ça. Mais en vrai, c'est un peu comme en danse, je trouve parfois, des fois, il faut entre guillemets savoir mentir pour se vendre. Exactement. Mais c'est pas vraiment, je trouve, un gros mensonge, c'est juste dire, je pense, c'est se dire avec assurance, ou au fond de moi, je sais que j'en suis capable, Exactement. donc je vais dire oui. Tout Parce que si tu dis non, déjà tu te fermes des portes à toi-même et je pense que ton cerveau il va pas assimiler. Exactement, c'est la même chose, ouais. Et comment la mode influence-t-elle la danse et vice-versa? Bah déjà, je crois que la mode, la danse et la musique vont dans la même direction. C'est ma vision après. Hein. C'est pour ça que j'ai beaucoup de danseuses et de danseurs comme mannequins. Bah, je travaille pas beaucoup avec les mannequins, sauf quand c'est imposé. Et là, ok. Mais en fait, c'est nécessaire. On a besoin de mouvement dans les vêtements. On a besoin de voir ça. On a besoin de voir aussi différentes tailles et différentes structures corporelles. Enfin, il n'y a pas que la maigresse. Dans la maigreur. Maigreur, excusez-moi. T'inquiète. Sorry. Merci. J'invente aussi des mots. Si vous voulez apprendre une langue. On t'en voudra pas. La maigreur, ok. La maigresse, ça n'existe pas quand même. Je crois pas que la maigresse existe. La maigreur, tu sais que tu t'arrives à mettre le doute quand même. Ouais, bah j'ai toujours dit ça et personne m'a corrigé. Bah aujourd'hui, personne m'a corrigé. Peut-être qu'ils se sont dit c'est original, elle est visionnaire. Ouais, carrément. Donc, il n'y a pas que la maigreur, du coup. Enfin, il y a différents corps, tu vois. Enfin, et c'est beau, ça. De toute façon... ouais. Non, pardon, vas-y, finis. Après, par contre, il faut avoir le bon goût. Et ça, c'est autre chose. Enfin, le bon goût, c'est nécessaire. Enfin, l'élégance, être raffiné, ouais, ça, c'est des critères que moi, je pousse beaucoup, être raffiné et élégant. Après, je ne veux pas rentrer dans ce discours-là, mais c'est important aussi d'être raffiné et élégant, tu vois, dans la société d'aujourd'hui. On ne voit pas beaucoup ça. C'est vrai. On voit le contraire. Souvent des trucs très vulgaires et... Voilà. Très bien. On ne s'étalera pas sur le sujet. Ouais, non. C'est mon avis après, bien sûr. Et de toute façon, je revenais un peu sur ce que tu disais sur le côté un peu inclusif. On a besoin maintenant de pouvoir, se situer et voir des mannequins et se dire punaise, elle arrive à être là, ben moi aussi je peux être capable selon je sais même pas comment prononcer ça, mais selon ma couleur de peau, selon ma taille, selon mon poids, de me dire qu'en fait tout est possible et qu'il faut juste se lancer et croire en soi. En tout cas, il y a des gens qui le font actuellement et je trouve que ça donne beaucoup d'espoir pour l'avenir d'autres personnes qui veulent aussi prendre ce chemin-là. Après, si tu peux me permettre, juste, il faut se trouver au bon moment avec les bonnes personnes. Oui. Enfin, c'est vrai, c'est bien de croire en soi, d'avoir de la confiance et de tout faire pour réussir. Mais il faut aussi être entouré des bons contacts, vraiment, c'est très important. Être fortuné, on dit ça, avoir la chance de, je sais pas si on dit fortuné en français, avoir la chance d'être au bon moment, dans les bons endroits et tout ça. Parce que ça compte beaucoup, ça. Mais je pense que ça, être au bon moment, au bon endroit, ça amène à de la chance, mais ça découle aussi de beaucoup de travail. Bien sûr. Bien sûr. Et de persévérance et de résilience, etc. Tout à fait. Et je reviens un petit peu sur le côté technique et artistique. Quelles sont les contraintes techniques et artistiques liées à la création pour un danseur ou une danseuse? Concernant les vêtements? Oui. L'utilisation des vêtements et tout ça. Parfois, imagine, comme je suis directrice artistique aussi, souvent, en tant qu'EDA, on a des visions très précises. Tu vois. Donc... Mais parfois, une vision très précise, ça amène à des problèmes parce que parfois, il y a des tableaux chorégraphiés où il y a vraiment des mouvements amples. Il faut vraiment... Parlons de mouvements amples, ok? Mais pour avoir des mouvements amples, il faut avoir des vêtements qui soient confortables. Oui. Parce que si tu es habillé dans des vêtements hyper près du corps ou... Pas stretch et tout ça, ton port de bras ou ton développé ou ton grand battement ou ton grand jeté, je ne sais pas, je parle des steps basiques, tu vois, on ne peut pas les faire. Sauf que dans la mode, ça c'est le point important d'être danseuse aussi, parce qu'au moins je comprends, tu vois, ça. Et je peux vraiment diriger les stylistes et l'ADA dans une direction un peu plus confortable pour les danseurs et les danseuses. Mais quand tu n'es pas dans la danse, tu peux pas les comprendre. Donc tu penses juste au côté mode et au côté de la beauté du projet, tu vois. Et donc c'est les danseurs qui à la fin se trouvent à changer leur tableau à la dernière minute parce que les costumes ne sont pas adaptés au tableau. Ça nous est déjà, je pense, je sais très bien. Arrivé. Hein.
Et je trouve ça, C'est entre dommage. guillemets, triste parfois de devoir être un peu au service d'eux, alors que je pense qu'il faut collaborer avec. Je suis d'accord. Et quels sont les tissus, du coup, et les coupes les plus adaptés pour créer une tenue confortable et respirante? Pour moi, à mon avis, c'est l'oversize. Hein. Même si c'est vrai que ça gâche beaucoup... Enfin, ça limite les mouvements dans le sens que... une tenue, elle est oversize. On voit pas forcément tous les détails du mouvement, mais au moins, les danseurs peuvent bien danser dedans, tu vois. Ou une tenue près du corps. Stretch, tu vois. Ça peut être bien aussi. Et quels sont tes choix de matière, de forme et de couleur? Malgré que je suis une personne solaire, mais j'aime bien les couleurs sombres. Donc j'aime beaucoup les noirs, les bordeaux, les bleus, surtout ça. J'aime beaucoup ça. Et matière, j'aime bien les latex, tu vois, même si c'est pas confortable pour danser. Mais j'aime bien, voilà. Après, si c'est un projet collaboratif, participatif, Ouais. moi je pense que si on part d'une tenue et Oui. qu'on crée quelque chose à partir de cette tenue, une chorégraphie ou quoi que ce soit, ça peut aller. Ce qui est parfois un petit peu déroutant, c'est quand tu as déjà ta chorégraphie, quand tu as eu très peu de répétitions, c'est pour des projets précis où tu dois du coup obligatoirement t'adapter. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais de pouvoir effectivement mettre des matières qui sont un peu moins confortables pour le danseur, mais par la suite qui vont amener et challenger le danseur à trouver des mouvements en fonction, je pense, de la matière, ça peut être aussi intéressant. Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec toi, c'est hyper intéressant. Je reviens un instant sur Vogue, du coup, Vogue World, tu sais. Là-bas, il n'y avait pas de tenue confortable pour les danseurs et danseuses. Genre, les matières, c'était matière... imagine, ils transpiraient beaucoup parce que les timings, il était... t'as vu les conditions, enfin, donc... Oui, et puis même, tu danses, donc tu forcément... danses dans un lieu, enfin, il faut vraiment être full out, enfin, à fond. Il faisait chaud et tout ça, il y avait 30 secondes pour s'échanger. Et les leggings ne rentraient pas. Parfois, on était à 4 habilleuses au dresseur pour... la folie, quoi. Là, par exemple, c'est pas je n'ai pas trouvé ça respectueux pour les danseurs et les danseuses, quoi. Avec un projet comme ça, penser quand même à des vêtements confortables, quoi. Non, ils ont voulu faire quelque chose comme ça. Chose qui est très bien, hein, c'était très beau, mais bon, c'était pas bien pour les danseurs, je trouve, les danseuses. Ok. Et pour toi, quel rôle la danse joue-t-elle dans ton univers créatif et dans ton approche du stylisme? C'est la clé. Enfin, à partir d'une chorégraphie ou d'une pose, j'arrive à créer un DA, tu vois, une direction artistique et une histoire. J'observe beaucoup les danseurs et les danseuses, même sur les réseaux ou en vrai dans des spectacles. Et à partir d'un mouvement, j'arrive à créer une histoire. Enfin, je pense que c'est ma formation professionnelle. C'est ce qui t'inspire le plus, c'est le mouvement. Oui, les mouvements, ouais. Et comment tu dirais que la danse et la mode peuvent se compléter et se nourrir mutuellement? Par exemple, Hollywood a les fashion shows. Tu vois, les défilés, tu vois. Je sais pas si tu as vu les défilés des maisons Margiela. Oui. Les derniers de cet hiver. C'était incroyable. Il y avait de la danse là-dedans, il y avait de la gaga dance, Oui. donc c'était incroyable. Et la danse, ça complète, ça nourrit, ça anime, ça réveille les gens. Ça crée des émotions. Ça crée des émotions. C'est ça, c'est important. Et puis peut-être aussi pour amener un peu plus de diversité dans la mode. Surtout. On en parlait tout à l'heure avec l'inclusion. Ah oui, exactement ça. Exactement. Faut que la mode devienne un peu plus inclusive et pas exclusive. Donc, c'est grâce à la danse que ça va devenir inclusif. Ça va amener beaucoup de gens, danseurs et danseuses, à devenir mannequins, modèles et tout ça. Ça, c'est très important. Et je reviens un petit peu sur le spectacle. Tu me parlais de gaga, de danse. Quel est le rôle du stylisme dans la création d'un costume de danse? Moi, je veux parler en tant que styliste photo, vu que je ne suis pas créatrice. Enfin, je fais de de la custom. Les stylistes photo, du coup, comme mon rôle, ça donne des conseils aux créateurs, tu vois. Okay. Genre, moi, vraiment, en tant que danseuse, je dis, écoute, pense à la coupe, pense au fait que là, la personne doit danser pendant 1 heure ou 30 minutes ou 2 heures. Pense au matériel. Enfin, il ne faut pas que ça transpire trop parce que ça peut ça peut glisser. Vraiment, je donne des conseils presque basiques, mais ce sont vraiment les conseils les plus importants parfois. Souvent, pas parfois. Donc, pas parfois, voilà. Donc, ouais. Et est-ce qu'il y a des codes vestimentaires peut-être spécifiques à respecter selon les styles de danse? Quand il s'agit des tableaux de danse qui veulent représenter une culture, imagine un tableau qui concerne l'Afrique ou le Japon et tout ça, il faut respecter les costumes locaux, costumes locaux, voilà, du lieu même. Parfois, c'est ça que certaines maisons de mode demandent. Donc,
Moi, personnellement, je trouve ça plus compliqué parfois. Parce que forcément, on n'aime pas tout, tu vois. Moi, je suis pas forcément fan, par exemple, des costumes japonais. Ok. Je sais pas, je suis pas fan. Après, je peux travailler avec, mais c'est une contrainte pour moi là que j'ai des collègues stylistes qui préfèrent ça. Tu vois, ça dépend. Donc c'est un peu... Chacun ses goûts. Ouais. Chacun sa manière de... Et donc, selon les styles de danse, par exemple, si c'est du classique, du moderne, il y a des codes? Bah non, en vrai non. Sauf s'ils te demandent ça. Genre, s'ils disent on veut un tableau classique avec des costumes classiques, bah tu penses en tout. Enfin, tout ça, les pointes et tout ça. Mais bon, ça c'est limitant. Hein. C'est limitant parce qu'imagine... Enfin, tu dois faire un shooting ou un tableau ou en vidéo. Ils te disent qu'il faut qu'il soit un tableau très mode, très fashion, mais il faut respecter les codes de la danse même. Un tout. Non, c'est compliqué. C'est peut-être jouer sur les couleurs et les coupes, peut-être. Oui, bien sûr. Les accessoires aussi. Moi, par exemple, j'ai les accessoires que je joue beaucoup avec ça. Genre, parfois... Ça m'est arrivé une fois d'ailleurs. Ils m'ont demandé... Il y avait un tableau classique, danse classique, du coup avec la tenue classique, et j'ai mis des gants à latex à la danseuse, genre c'était vraiment beaucoup des bijoux. Ils ont dit mais toi Ludo, mais finalement ça fonctionnait, ça a plu. Ouais. J'ai dit au moins c'est différent, qu'est-ce qu'on fait. C'est ça, c'est qu'il faut pouvoir moderniser aussi un peu et oser, clairement. Il faut oser. Ouais. Et quel est l'impact de la mode sur l'image des danseurs? Maintenant beaucoup de danseurs et danseuses sont des mannequins, des modèles, ça fait grave plaisir. Et donc au début, j'avoue, il y a quelques années déjà, enfin, moi, j'ai commencé ma carrière de styliste, c'était 2019. C'était pas bien vu le fait qu'un danseur ou une danseuse soit aussi mannequin en modèle, tu vois. C'était pas bien vu. Et je le sais parce qu'elle me le disait, tu vois. Donc, moi, j'étais pas d'accord. Je disais, mais pourquoi? Et ils disent, les mannequins sont des mannequins, les danseurs sont des danseurs. Enfin, c'est pas la même chose. Et quand dans la bio Instagram, c'était écrit danseur modèle, c'était déjà viré. Ah ouais? Ouais. Ça, je te l'ai dit, je vous l'ai dit aussi, peut-être que ça peut aider. Et là, c'est en train de changer, mais c'est pas encore totalement changé. Donc, faites attention quand vous écrivez, parfois dans la bio, modèle, danseuse, et tout ça, parce que c'est pas forcément bien vu. Par les agences? Par les agences et les directeurs de casting. Et pourtant, ils recherchent parfois des danseurs pour les défilés. Ouais, c'est trop bizarre. Pas très logique. Ouais. Moi, je vous dis juste, c'est que ils m'ont dit, hein, c'est pas mon avis, parce que sinon, c'est particulier, ouais. Parce que la mode, c'est pas... Enfin, c'est en train de devenir inclusive, mais elle n'est pas encore inclusive, elle est très stricte, on connaît. Oui, sur certains points, parfois, ça peut paraître un peu hypocrite. Exactement, c'est très hypocrite même. Enfin, après, il y a des bons côtés, hein. Enfin, bien sûr, comme sinon, dans tout. Comme tout, mais comme dans la danse aussi... Mais il faut faire attention à ce qu'on écrit et quand on se vend, on se présente, tu vois, il faut faire attention. Au contenu qu'on publie, mais on parlera après de ça aussi, je pense. Du contenu sur les réseaux et tout ça. Donc je ne m'étale pas maintenant. Et je voulais revenir un peu sur les matières. Oui. Comment repérer et intégrer des matériaux innovants et durables tout en respectant les contraintes artistiques et techniques? Parfois, on peut s'inspirer des objets. Tu sais, parfois, par exemple, là, je suis en train de regarder tes bougies. Sur la table, tu vois. Tu sais, quand la bougie, elle coule, enfin, elle fait des espèces de formes particulières, tu vois. Là, ça peut inspirer un tissu upcycling, par exemple. On peut créer ça avec un tissu que je connais pas les noms, parce que je suis pas une couturière, mais au marché Saint-Pierre, à Montmartre, on peut acheter un tissu un peu... c'est pas lisse, mais c'est un tissu un peu crépeux, on dit ça. Oui, un peu rugueux. Un peu rugueux, tout ça. Et ça, tu sais, ça rappelle un peu la bougie qui coule, tu vois, un peu... Donc, franchement, parfois, c'est les objets qui peuvent beaucoup inspirer. Voilà. Très bien. Et comment est-ce qu'on pourrait... tout à l'heure, on parlait justement d'inclusion. Comment proposer des options de tenue confortables et inclusives pour tous les types de corps? Tout d'abord, il faut faire comprendre aux maisons de mode qu'il y a toutes les tailles. Qu'il n'y a pas la taille S et la taille XS. Il n'y a pas que ça. Il y a vraiment des tailles aussi plus grandes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut imposer et dire plusieurs fois parce que... ils ne comprennent pas forcément. Ouais. Donc ça, c'est très important. Donc on parle un petit peu de sensibilisation auprès des agences, etc. Mais aussi comment sensibiliser les danseurs et les chorégraphes aux enjeux de la durabilité dans le choix du stylisme. Je crois fortement que les chorégraphes, les directeurs artistiques et les stylistes doivent collaborer du début à la fin du projet. Il faut se parler, chose que ça n'arrive pas tout le temps. Ça n'arrive pas, même. Enfin, ça arrive vraiment rarement, tu vois.
presque des fois, ils se détestent. Ils veulent pas. Parce que chacun a sa vision, tu sais. Oui. Bah, bien sûr, c'est normal aussi. Une fois qu'on a un projet entre mains, en tant que chorégraphe, en tant qu'EDA, en tant que styliste, bah, tout le monde a envie de montrer ses propres idées. Oui. Mais non. Enfin, c'est très bien de montrer les idées, mais il faut parler du début à la fin. C'est comme ça que les danseurs vont être à l'aise et tout le monde autour va être à l'aise aussi. Oui, puis pour éviter des erreurs, comme on dit tout à l'heure, d'avoir des vêtements pas adaptés justement au mouvement. Exactement. Et parfois, tu vois, tu disais tout à l'heure que toi, t'aimes beaucoup les vêtements amples. Ouais. Amples. Et en même temps, si on veut quelque chose qui soit dans des lignes, on voit des lignes, il faut trouver un compromis. Un compromis. Ouais. Des choses près du corps. Près du corps, ouais. Et comment intégrer des accessoires? Parce que tout à l'heure, tu disais que tu aimais bien aussi les accessoires. Comment intégrer des accessoires durables et aussi éco-responsables dans la conception du stylisme? En fait, il faut... Enfin, à mon avis, c'est que j'ai fait moi, vu que j'ai fait de la custom, tu reconvertis les vêtements et les objets, tu vois. Enfin, tu peux avoir, je ne sais pas. Parfois, j'ai créé des gants avec des talons. Enfin, tu penses vraiment à des choses différentes. Tu peux utiliser n'importe quel objet dans une autre situation ou dimension, tu vois. C'est ça, comme ça, tu ne vas pas acheter de nouvelles choses, tu utilises ce que tu as déjà. Et en plus, tu peux utiliser les vêtements que tu as à la maison, tu peux vraiment coller des patchs de vêtements sur ton objet, tout ça. C'est ça qui c'est très intéressant et ça crée des objets très originaux, tu vois, ça n'existe pas. Et puis ça permet un petit peu aussi de créer des choses conceptuelles et ça peut amener à créer des chorégraphies. Tu vois, tu dis les talons à la place de gants au niveau des mains. T'imagines? Ça peut faire... Priscilla Villa va faire ça. On donne des idées là quand même. Ça se trouve, ça a déjà été fait, on l'a pas Peut-être, remarqué. ouais, peut-être. Comment aussi analyser et s'inspirer des tenues traditionnelles de différentes cultures du monde? Tout à l'heure, tu vas en parler du Japon. Oui. Peut-être que des formes qui peuvent inspirer, peut-être que des matières. Des matières, des couleurs aussi. Et les formes, c'est clair. Et... Bah, par exemple, un éventail, tu vois. L'éventail japonais ou l'éventail espagnol, ça peut inspirer à la création d'un costume, tu vois. Et, par exemple, dernièrement, il y a une créatrice qui a fait une jupe espagnole de flamenco qui est composée avec des éventails, tu vois. Des éventails. Beau. Ouais, c'est trop beau. Une ceinture, tout part d'une ceinture. Il y avait une ceinture. Et à partir de la ceinture, elle a attaché des éventails qui s'ouvraient. Magnifique. Des couleurs différentes. C'était incroyable. Puis donc, tout bougeait. Et l'éventail se ferme et s'ouvre. Donc, il y a vraiment un mouvement de... chorégraphique aussi. Oui, des chorégraphies. Ouais. Magnifique. Puis ça fait très upcycling en fait finalement. Tout à fait. Et comment proposer du coup un stylisme à la fois moderne et ancré dans la tradition, justement en faisant ce genre de tenue? Bah, justement, en faisant ce genre de tenue, tu utilises un objet qui est typique de la culture que tu veux représenter et tu le transformes. Moi, je pense que ça, c'est original, mais aussi traditionnel, tu vois. C'est vrai. Je reviens un peu tout à l'heure sur ce qu'on disait sur les réseaux sociaux. Oui. Comment utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir son travail en tant que styliste et se connecter avec le monde de la danse et pas que d'ailleurs? Moi, par exemple, de mon côté, je partage beaucoup de backstage, surtout en story. Les stories, c'est plus facile à regarder, toi. Ça reste un jour un peu... c'est rapide. Et partager les backstage, ça amène... en fait, ça engage les gens, ça engage le public. Tu vois vraiment ce qu'il y a derrière. Et après, il faut faire des bons posts quand même. Les posts Instagram, c'est quelque chose qui reste à vie, sauf si on archive, bien sûr. Mais il faut savoir trier les contenus. Oui. C'est très important. Pas publier tout et n'importe quoi. Parce que malgré on est très observé malgré tout. Hein. Oui, bah, moi je le dis souvent, hein. les réseaux sociaux c'est un CV. C'est un CV. Et c'est bien vrai d'être naturel, spontané, il faut garder ce côté, il n'y a pas de souci. Mais il faut se limiter aussi beaucoup. Oui, il ne faut pas que ça porte préjudice. Non, parce que les gens, ils peuvent utiliser ton côté spontané pour te faire du mal. Ça peut arriver. Je suis d'accord avec toi. Oui. On parle aussi beaucoup d'inspiration. Comment s'inspirer de la haute couture pour créer des tenues avant-gardistes et innovantes? Il faut regarder, il faut lire les anciens magazines, tu vois. C'est ce que tu fais? Ouais, moi je l'ai fait vraiment. Dans les bibliothèques? Oui, dans les bibliothèques, mais même à la maison. Même chez moi, j'ai des boîtes pleines de magazines. Et en fait, je ne serai jamais fatiguée de relire et regarder les mêmes images et tout ça. Ça m'inspire beaucoup, 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 beaucoup. Eh bien écoute Ludo, l'épisode touche bientôt à sa fin. Quels sont tes rêves et tes ambitions pour la suite de ta carrière?
L'étrangère, je veux partir. Je veux marquer ma place ailleurs. C'est pas que je l'ai déjà fait ici, hein. Ici c'est le début encore, mais j'ai besoin de me faire connaître à l'étranger, tu vois. Je pense que Londres, c'est une bonne destination, l'Afrique du Sud, un peu plus loin quand même, aussi, et la Corée du Sud. Ok. Ça c'est mes ambitions les plus proches. Et avec l'étranger, du coup, il y a des projets en associant danse et mode que tu aimerais réaliser à l'avenir et pas que la danse d'ailleurs. Hein. Oui, non, pas que la danse, pas que la... Enfin, ça relie toujours la danse et la mode, toujours. J'ai envie de créer un fashion show, en fait. Parce que je pense que j'ai tous les... Enfin, j'ai quand même beaucoup d'acquis pour, tu vois. Et j'ai beaucoup de connaissances, je parle quand même 4 langues. Ça aide fortement, Bien les sûr. langues. Et voilà, et on verra bien. C'est écrit, en tout cas. C'est déjà écrit. Donc, Je te souhaite de réaliser. j'espère. Voilà, merci. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui aspirent à une carrière dans la mode ou même dans la danse? À mon avis, il faut être persévérant tout le temps, dans toutes les situations. On sera quand même jugé. Si tu fais bien, si tu fais mal, tu es quand même jugé, les gens parlent. Donc, il ne faut pas trop écouter les autres. Et aussi écouter soi-même. Quand je dis ça, ça veut dire que, selon mon expérience, tu sais, on a un petit flamme en nous, non? En espagnol, moi, je dis la chispa. La chispa, en espagnol, c'est la flamme. Et quand la flamme, elle est plus là, ça veut dire qu'il faut changer de direction. C'est pas forcément négatif ce que je dis, hein. C'est comme quand un miroir se casse en 1000 morceaux. Bah, t'as la colle, tu peux le coller, mais ça sera jamais comme avant. Donc, il faut être ouvert d'esprit et s'écouter vraiment. Et quand quelque chose ne te parle plus, il faut ouvrir les yeux et l'écouter à autre chose. Et pourquoi pas unifier les choses et créer un autre concept, tu vois. Voilà, c'est ça que... Très bien. Merci beaucoup, Ludo, Merci à toi. pour ta présence, pour tes conseils, ton partage entre la mode et la danse. Merci à toi. Je te souhaite plein de belles choses en France et à l'étranger et que tous tes rêves se réalisent et que tu continues à oser comme tu l'as toujours fait. Et c'est ce qui t'a amené à être là où tu es aujourd'hui. Donc voilà, plein de belles choses pour la suite. Grazie mille. Salut, ciao, ciao. Bisous.